Projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion aussi de réfléchir sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Ketselawok Sefou, grande passeuse des courants musicaux du continent. Grâce à cette animatrice d'un programme de radio de renommée en Éthiopie, Africa Weyan, plus de 250 millions d'auditeurs vibrent sur les rythmes africains. Vous savez, ce que je trouve intéressant, c'est que l'ethnicité n'a pas vraiment d'importance quand il s'agit de musique. Vous savez, j'ai un spectacle d'1 heure. Je voyage à travers l'Afrique dans mon spectacle d'1 heure, la moitié de la musique que je ne comprends pas. La fabrication de bougies, une activité qui occupe des handicapés moteurs du Cap-Vert, c'est l'initiative d'une association soucieuse de l'autonomie de personnes qui souffrent d'infirmité. L'objectif principal est précisément la création d'emplois et de donner une formation professionnelle aux personnes ayant un handicap. Concilier art et business, il y est arrivé. Jules Wokam étant peintre devenu entrepreneur, il opère maintenant dans la mode à Douala. Les valeurs sont encensées ailleurs et pas sur place. Du coup, tous les gens travaillent un peu pour aller ailleurs, quoi. Et c'est un peu dommage. À Praia, une association forme les personnes handicapées moteurs et leur procure un emploi dans une fabrique de bougies. Les résultats sont au rendez-vous puisqu'elle est devenue en quelques années la première production nationale de bougies du pays. Paulo Lima a suivi pour nous cette chaîne d'intégration sociale exemplaire. Regardez. Il s'agit d'un projet de développement pour l'assistante d'handicapés moteurs capverdien, doté d'un financement d'une ONG allemande pour l'obtention de différents équipements. Le projet est inédit dans l'archipel. Pour la première fois, la plus grosse production de bougies du pays fait fi de toutes les considérations mercantiles. Nous sommes en présence d'un système qui réhabilite, réintègre et qui rend digne. Cela s'explique par le fait que les personnes qui produisent sont handicapées et sont majoritairement des femmes. L'objectif principal est précisément la création d'emplois et de donner une formation professionnelle aux personnes ayant un handicap, en particulier les femmes avec handicap qui ont plus de problèmes dans l'intégration sociale et économique de notre pays. Et dans un second temps, nous cherchons à donner une image positive des personnes handicapées dans le monde du travail. En plus de payer les salariés, les bénéfices sont reversés aux œuvres sociales de l'association. Une des femmes qui travaille dans la production est Maria Lopez. Malgré son handicap, elle ne perd pas l'espoir de vivre par ses propres moyens. Elle a suivi une formation aux Pays-Bas et on peut dire que Maria est une spécialiste dans la production de bougies. Elle peut former et ainsi multiplier les producteurs. L'initiative lui donne grande satisfaction. Je trouve que c'est une bonne initiative car à diverses reprises, j'ai cherché un emploi sans avoir réussi. Je me suis ensuite présentée au président de l'association des personnes handicapées du Cap-Vert et immédiatement j'ai été acceptée pour réaliser une formation. Et ensuite, j'ai réussi à être employée ici, même dans le centre. Et je me sens heureuse. L'actuelle structure permet d'accueillir jusqu'à 8 personnes. Néanmoins, il est nécessaire d'avoir plus d'équipements pour pouvoir avoir une augmentation de la production. Contrairement à d'autres structures, l'introduction de nouvelles machines ne signifie pas de la diminution des postes de travail. Par contre, on augmente les cadences, donc pratiquement tout le processus est manuel. Les résultats de la production sont tellement encourageants que cette expérience pourrait être bénéfique aux autres pays du continent. Naturellement, nous allons devoir employer plus de personnes, former plus de gens, et donc les personnes qui ont suivi la formation, qui a été donnée par le directeur d'usine des Pays-Bas fin 2004, auront une fonction importante. De manière qu'elle soit complètement convaincante et ainsi à l'intérieur de la coopération que nous pensons faire avec les pays lusophones comme l'Angola, la Guinée-Bissau, Saint-Thomé et la Mozambique, ayant des intérêts avec ces pays, nous sommes prêts à accueillir et à former des personnes au Cap-Vert. Malgré de bons résultats atteints, en ce moment la production est en baisse. Il y a un relatif manque de matières premières, de nouveaux moules pour bougies de décoration. Il existe une concurrence avec les bougies importées, mais Maria ne s'en préoccupe pas et fait confiance à la qualité des bougies, principalement celles de décoration.
La concurrence est plus forte avec les bougies, utilisées pour les éclairages. Une pratique en manque d'usage dans un pays connaissant une extension du système électrique. Je crois que nos bougies sont de meilleure qualité. J'ai vendu des bougies à beaucoup de personnes qui reconnaissent que les bougies produites dans le centre de réhabilitation de personnes handicapées de Cap-Vert s'allument plus longtemps que les autres. Le seul problème, c'est que les personnes ont tendance à faire plus confiance aux produits importés. Mais je peux garantir que nous produisons des bougies d'excellente qualité. Como é coisa que está fazendo ali já essa flana, coisa que está fazendo ali cabelo, mas é assim. Satisfait par les résultats, la prochaine étape du centre est la production de savon liquide. Pour cela, l'association compte déjà sur des équipements offerts par une ONG hollandaise. Mais cela n'est pas suffisant. Pour la diversification et l'élargissement de la production, de nouveaux partenaires sont nécessaires. Car il est à noter que l'association développe ce projet pratiquement sans aide d'institutions nationales. Nous avons besoin de partenaires qui pourront aider l'association à s'agrandir et à employer plus de personnes, et aussi pour diversifier les produits que nous pouvons offrir au marché. Nous voulons satisfaire le marché local, ce qui n'est pas réalisable avec les produits importés. Pour la distribution de ces produits, l'association a ouvert sa propre boutique qui emploie des handicapés. Le principal objectif est de conquérir une part du marché significative, produire plus et ouvrir de nouveaux postes de travail et, qui sait, répondre aux besoins du pays en termes d'importation. Mais pour cela, il faut plus d'équipements pour renforcer la capacité de production et l'augmentation du nombre d'emplois et consolider la pérennité du projet. Un petit peu plus d'incitation et une certaine protection de la part de l'État serait la bienvenue et cela porterait plus de lumière sur les personnes handicapées capverdiennes. Je vous le disais en titre, notre invitée du jour est une animatrice de radio éthiopienne, panafricaine convaincue, déterminée à rapprocher les pays et les cultures du continent grâce à la musique. Son programme Africa Weyan fait connaître tous les répertoires du Maroc à l'Afrique du Sud en passant par les sons du Mali. Elle a raconté sa démarche à notre correspondant Koumera Gemechou. Ketselawok Sefou, vous présentez depuis Addis Abeba une émission hebdomadaire de radio sur la musique africaine au sens large. Comment est née cette initiative et comment se déroulent concrètement vos émissions? Je m'appelle Ketselawok Sefou, je suis animatrice radio hebdomadaire d'une émission intitulée Africa Weyan qui a commencé il y a 12 ans. Cela a commencé en raison d'un besoin dans la capitale Addis Abeba, du besoin de musique africaine, de news africaine, d'informations africaines, de tout ce qui concerne l'Afrique. Donc un de mes amis, Yorga Mefin, qui avait déménagé ici il y a 12 ans, a effectivement commencé le programme. Il a commencé sur Sugar FM, également démarré il y a 12 ans. Nous avons donc tous commencé ensemble. Il l'a animé pendant 3 mois environ. Et puis mon mari musicien, Tedros Aklilou, a pris la relève pour 3 mois supplémentaires. Et puis quand il est retourné aux États-Unis, j'ai pris le relais. Et depuis cela, je dirige l'émission depuis 12 ans. Nous, globalement, c'est plus ou moins de la musique sur l'Afrique. Et puis de temps en temps, nous essayons de mettre un peu plus d'informations, l'histoire des nouvelles culturelles en dehors de la musique. Mais c'est entièrement un spectacle musical. C'est un spectacle de divertissement. Votre programme diffuse aussi des informations culturelles sur l'Afrique. C'est quelque chose qui vous semblait faire entièrement défaut, qui n'existait pas jusque-là? En fait, c'est que c'est nouveau. C'est un spectacle assez nouveau format, nouveau style, devrais-je dire. Mais avant notre émission, aucun autre programme ne se concentrait sur l'Afrique. Et je pense que pour nous, c'est un gros problème parce qu'il est clair que nous sommes un pays africain, donc je crois que les news et la musique que nous entendons, et c'est quelque chose qui nous concerne, vous savez, nous avons des similitudes. Votre programme parle de l'Afrique en tant que continent, une seule Afrique. Mais il y a aussi la réalité des multiples ethnies du continent. Pensez-vous que la musique est un facteur d'unité pour tous les peuples d'Afrique?
Vous savez, ce que je trouve intéressant, c'est que l'ethnicité n'a pas vraiment d'importance quand il s'agit de musique. Vous savez, j'ai un spectacle d'1 heure. Je voyage à travers l'Afrique dans mon spectacle d'1 heure, la moitié de la musique que je ne comprends pas. La seule raison pour laquelle je passe ces musiques, c'est parce que ça me touche. Et je suppose que c'est ce que fait la musique. Cela touche d'une manière qu'on n'imagine pas et on ne pense pas à toutes les autres choses extérieures qui entourent l'ethnicité, les frontières. Tout ça, ça passe au-dessus de tout. Donc je dirais que la musique est un très bon moyen de dire exactement comment rassembler les gens. Exactement. Comment vos auditeurs éthiopiens perçoivent-ils les différents courants de musique africains? Ont-ils des préférences marquées? Oui, vous voyez, nous n'avons pas la possibilité d'écouter de la musique africaine comme je l'ai présentée, parce que vous savez, quand vous écoutez la radio, lorsque vous êtes à la maison et que vous écoutez de la musique, il pourrait y avoir un certain style ou un certain genre que vous écouteriez. Or a certain genre that you would listen to. When it comes to African program, you would listen to. En ce qui concerne l'Afrique et les programmes, vous écoutez du reggae à Soukous, et puis vous venez en Éthiopie à Chikchika, et ensuite nous faisons le tour. Nous pouvons donc entendre tous les différents styles que l'Afrique a réellement à nous offrir, ce qui est très très large musicalement. Different styles Africa actually has to offer us, which is a very, very broad, very wide. Musically, we are gifted. Nous sommes doués, nous sommes tellement doués. But I do remember when I first started. Mais je me souviens quand j'ai commencé, j'aimais la musique malienne. J'aime toujours la musique malienne. Donc je jouais beaucoup de musique malienne. Et j'ai remarqué au fil des années, quand je ne joue pas de musique malienne, mon public me demande en fait de jouer de la musique malienne. Ils disent toujours que vous avez commencé avec ça et maintenant vous négligez. Vous ne jouez plus de musique malienne. Mais le Mali nous tient à cœur, je crois. Donc mon public aime la musique malienne. So my audience does love Malian music. Pourquoi? Because it actually, I do believe. Parce qu'ils sont en fait, je crois, la raison pour laquelle nous l'aimons et parce qu'elle ressemble à la nôtre. La façon dont nous chantons, la façon dont nous jouons est un peu comme la nôtre. Le premier artiste que j'ai amené quand j'ai commencé à faire des concerts en Éthiopie était un artiste malien. C'était lui et des artistes éthiopiens. Nous avons donc en fait combiné les deux et nous avons eu une très belle fusion entre les artistes maliens et les Éthiopiens. Nous avons donc mis en place un masinko. C'est l'un des instruments de musique traditionnels éthiopiens avec une seule corde en quelque sorte similaire au violon. Le kebero, tambour éthiopien traditionnel, donc avec ces instruments traditionnels, et c'était finalement très agréable. Ça va très bien ensemble. Cela vous a-t-il influencé? Non, cela ne m'a pas influencé. Cela m'a juste fait comprendre que musicalement, en tant que musicien, n'importe quel musicien pouvait jouer avec n'importe quel autre musicien de n'importe où dans le monde. Et quand il s'agit de l'Afrique, parce que je le fais et je l'ai fait 5 fois, nous faisons venir des artistes d'un autre pays africain avec des artistes éthiopiens et ils se marient à merveille. Un autre que nous avons invité était marocain, c'était aussi incroyable, cela a fonctionné à merveille. Ils fusionnent magnifiquement ensemble. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Vivre de son art n'est pas toujours facile en Afrique. Peut-on vraiment concilier l'art et les affaires? L'artiste camerounais Jules Wokam a réussi à résoudre l'équation apparemment impossible en exploitant tous ses talents pour se faire un nom. Du design d'intérieur à la peinture, sa renommée se fait aujourd'hui dans la mode. Notre journaliste Éloi Bella l'a rencontré. Du lycée technique de Bafoussam dans l'ouest du Cameroun à ce jour, Jules Wokam est devenu un artiste singulier et ses multiples facettes en disent long sur son impénitent talent qu'il coiffe si bien. Celui qui est aujourd'hui un businessman avisé a commencé peu avant 1990 par la peinture qu'il a révélée auprès d'un public plutôt averti mais conquis. Jules Wokam est à la fois plasticien, c'est-à-dire qu'il
Il crée des œuvres de peinture notamment, mais c'est aussi un garçon qui travaille sur le design, aussi bien le design mobilier que celui qui intéresse également la ville, c'est-à-dire le mobilier urbain, et s'occupe de design vestimentaire également. C'est un artiste assez créatif, qui est toujours très actif et qui, je crois, se donne les moyens de pouvoir vivre de son travail et de sa création, ce qui est très rare pour des artistes vivant et travaillant ici au Cameroun. Le jeune peintre attaché à la finesse, amoureux du beau, se retrouvera responsable de création dans une entreprise de mobilier. 6 ans de collaboration se sont écoulés et son ancien boss se souvient toujours du sens très créatif de son ex-designer mobilier. C'est quelqu'un de, je dirais, de talentueux. Hein. Ça, je pense qu'il a démontré parce qu'il a la capacité de toucher à plusieurs choses en même temps. Il a bien progressé. Entre le moment où moi je l'ai connu et maintenant, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de volume et c'est très bien. Moi, je suis assez fier de ce qu'il fait. Avide de challenge, piqué par le flair, Jules Wokam quittera Eben pour voler de ses propres ailes. Connu jusque-là comme un peintre, ensuite designer mobilier, Jules se lance dans un tout autre registre sensuel, féminin, la mode. Toumaï, sa ligne de vêtements prêt-à-porter, voit le jour. Arrive la collection inaugurale baptisée Badiangara, site emblématique malien. Suivra la seconde, Fabelas Chic, qui confirme alors Jules Wokam, tel un styliste plein d'adresses, ses pairs n'en reviennent pas. La tendance n'est pas ni africaine, ni européenne, elle est plutôt une tendance urbaine africaine. Et je remarque aussi la simplicité dans les lignes, la pureté dans les traits et la simplification. Je salue surtout le génie créateur de ce jeune artiste talentueux qui avant tout designer. Pour rendre visible sa collection, il a pensé à tout et surtout à la distribution de sa marque. Grâce à un solide partenariat, les marques Toumaï sont exposées à Evaka, une galerie de parfums et de cosmétiques située au quartier des affaires de Douala. La demande est assez forte dans la mesure où il y a des collections qui n'apparaissent peut-être 1-2 pièces et que les clients peut-être préfèrent cela et ça prend quand même du temps pour revenir. Mais malgré cela, notre fournisseur, lui, il fait des efforts pour satisfaire cette clientèle. Véritable success story, notre homme reste la tête sur les épaules. Mais lorsqu'il parle du métier du designer au Cameroun, il affiche grise mine et déception. Du fait que les valeurs sont encensées ailleurs et pas sur place, du coup, tous les gens travaillent un peu pour aller ailleurs, quoi. Et c'est un peu dommage. Pour ce qui est du Cameroun, par exemple, moi, je trouve que depuis un certain nombre d'années, ça tourne un peu en rond parce qu'on ne voit pas émerger d'autres jeunes artistes parce qu'ils n'ont pas d'espace pour montrer leur travail. Si Jules ne perd pas pour autant son latin, il n'en reste pas moins que ce secteur, à son avis, mérite d'être mieux traité. Il n'y a pas encore d'école, de véritable école qui puisse former les gens dans le design. Mais je pense qu'en voyant les choses s'installer, en voyant les choses avancer, peut-être ça viendra aussi. Jules Wokam est un artiste plein qui vit de son art. Averti ou bleu, on est fasciné par son aisance à manier peinture, mode et design. Mais rassurez-vous, l'artiste ne s'y perd pas. Dans ma peinture, on retrouve beaucoup de choses qui sont plutôt des objets, qui sont plutôt des choses qui viennent de mon univers de design. Donc c'est d'abord le design et la peinture est comme un plus. Ça me permet d'appréhender la couleur différemment, d'appréhender la matière différemment. Et je pense que c'est un vrai enrichissement que les gens trouvent dans mon travail. Du fait que j'ai plusieurs cordes à mon âge, je crois que ça participe au fait que je peux faire un travail qui soit différent de celui d'un styliste, par exemple, quand je fais du vêtement, par exemple. Et lorsque je fais un meuble, c'est différent de celui d'un designer simple, quoi, qui fait juste du mobilier. On voit bien que je viens de plusieurs univers. Son studio de création est en chantier, ou plutôt disons, sa tour de contrôle. Lieu de rêve, dit-il, mais surtout de pensée. C'est de ces bureaux que sortiront les prototypes de ses prochaines collections de vêtements. La plus immédiate fera un clin d'œil, précise Jules, à la diaspora noire. Donc le thème, ça sera New Orleans. Ça va parler un peu de la diaspora noire hors d'Afrique, en fait. Donc ça va évoquer quelque chose de cet ordre-là.
Retrouvons maintenant Ketsalawok Seifou pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Et elle nous livre plus particulièrement son regard sur l'Afrique après 20 ans passés aux États-Unis. Parlons un peu de la femme derrière le micro. Vous avez quitté l'Éthiopie à 18 ans pour étudier la photographie aux États-Unis et vous êtes revenu presque 20 ans après. Que vous ont apporté ces années à l'étranger? Well, that's a very good question. Eh bien, c'est une très bonne question, mais ma réponse va être ma fille. J'ai amené ma magnifique fille avec moi. Et moi, après 20 ans, la seule chose que j'ai toujours dit par rapport à vivre aux États-Unis, c'est qu'il est très difficile d'élever des enfants là-bas. Non seulement c'est difficile, mais essayer de les élever comme vous l'avez été. Moi, j'ai été élevée en Éthiopie. Je ne voulais pas élever ma fille aux États-Unis. Alors, dès que j'ai eu ma fille à 6 mois, nous avons déménagé en Éthiopie. Donc, pour répondre à votre question, j'ai amené une brillante et belle petite fille avec moi. Et le retour à Addis Abeba, est-ce que cela a été facile de revenir dans une vie africaine? It wasn't really challenging. Ce n'était pas vraiment difficile. Ce qui était difficile, c'était que j'étais une jeune mère. Donc la meilleure partie était que j'étais toujours à la maison. Il m'a donc été facile de m'acclimater avec ma famille et ma fille. Mais quand il s'agit de sortir à l'extérieur de la maison, c'était différent. C'était différent, c'était difficile quand les lumières sont éteintes et qu'il n'y a pas d'eau, et ainsi de suite. Mais une chose que cela m'a fait comprendre, c'est qu'elle m'a fait apprécier où j'étais, où je suis venue. Vous savez, aux États-Unis, vous avez tout. Mais c'est tout. Granted, in the US, you have everything, but that's it. You have everything and that's it. Qu'est-ce que tout sans les gens que vous aimez? Il n'y a vraiment rien. Cela signifie que vous allez simplement travailler et ensuite rentrer à la maison. Mais en vivant en Éthiopie, votre vie est tellement plus complète, car il y a de la famille. Non seulement la famille, mais aussi l'Afrique. Et l'Afrique est si vibrante, comme si elle est vivante. Vous ouvrez votre porte et il se passe tellement de choses. Vous savez ce que je veux dire, et c'est plus agréable ici parce que vous ouvrez votre porte, vous voyez des gens qui vous ressemblent. Aux États-Unis, vous ouvrez la porte, parfois il n'y a personne. Et comme il n'y a personne qui vous ressemble, donc pour répondre à votre question, je suis très heureuse d'être chez moi. J'aime mon pays, je l'aime vraiment. Je ne suis pas repartie depuis que je suis ici. Le panafricanisme est prépondérant dans votre démarche. Et vous organisez toute l'année des événements culturels autour de la Journée mondiale de l'Afrique. Comment se déroule-t-il? Eh bien, la façon dont j'essaye de le faire est en dehors de mon émission de radio, qui est, comme vous le savez, une fois par semaine, environ 1 heure. La façon dont j'essaie de continuer ce travail est 4 fois par an. J'organise des concerts, des spectacles, des ateliers, cela dépend du temps. Mais 4 fois par an, j'amène d'autres pays africains en Éthiopie. Et cela peut être un atelier d'enseignement. Nous avons aussi des concerts où les Européens et les autres pays africains, les musiciens auraient la possibilité d'être sur la même scène ensemble. Vous savez, une chose qui me manque de l'étranger, c'est l'opportunité de voir autant de concerts différents. C'est la seule chose qui me manque. Et je souhaite vraiment que l'Éthiopie en particulier, je sais que l'Afrique le fait, mais l'Éthiopie, je crois que nous devons développer nos concerts comme le divertissement. Car ce n'est pas seulement du divertissement quand vous amenez un autre musicien ici. Ce n'est pas que du divertissement parce que cette personne, tout d'abord, vous lui enseignez l'Éthiopie. Il n'est probablement jamais venu en Éthiopie. Vous lui enseignez donc votre pays. Et puis, quand il viendra, il nous apprendra aussi sur son pays. C'est donc une situation gagnant-gagnant, je crois. Vous êtes aujourd'hui entièrement engagé dans ce que vous appelez l'information positive sur l'Afrique. Il y a encore beaucoup de malentendus et d'ignorance en Afrique même. D'après vous, comment les dissiper?
Oui, malheureusement, il y a beaucoup d'ignorance, et d'ignorance en nous-mêmes, et d'ignorance en dehors des Africains également. Je veux dire, d'accord, nous sommes en 2020, c'était juste en 1994 lorsque Nelson Mandela, vous savez, est sorti. Je ne veux pas dire que Nelson Mandela, mais l'Afrique du Sud est sortie de l'apartheid. Donc, quand vous y réfléchissez vraiment, nous ne sommes toujours pas complètement à l'abri de la discrimination, du regard, comme nous sommes des étrangers. Cela fait 57 ans que l'Organisation de l'Unité africaine a été créée. The Organization of African Unity was opened, and since it's been opened, et depuis sa création, comment avons-nous fait et qu'avons-nous fait? Parce que quand on regarde vraiment beaucoup de nos pays africains, nous avons encore beaucoup de problèmes. Et l'un de nos problèmes majeurs est le fait que trop de nos jeunes enfants quittent l'Afrique. One of our major problems is the fact that there are too many of our young children are going out of Africa. So, what do we need to do? Alors, que devons-nous faire? C'est une grande question, parce que je ne pense pas que quelqu'un veuille quitter son propre pays. Vous savez, même si je suis allée ailleurs, je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas y aller, je le devais à cause de certaines situations. Et la même chose s'applique à toutes les personnes qui, vous le savez, migrent loin de l'Afrique. Donc à moins que nous, en tant que pays africains, prenions soin des nôtres, à notre manière, je ne sais pas comment nous pouvons avancer. Parce que comme vous pouvez le voir en ce moment, en particulier à cause de la situation actuelle dans le monde entier, beaucoup d'Africains sont toujours victimes de discrimination. En tant qu'Éthiopiens, nous n'avons pas grandi entre noir et blanc. Nous ne savons pas. Vous savez, le noir c'est ça, le blanc c'est ça. On n'a pas grandi comme ça. Donc, aller aux États-Unis et être victime de discrimination, je ne l'ai pas compris, car je ne le sais pas. Mais une fois que cela m'a été décrit, j'ai pu le voir. Et c'est là. Alors, que Dieu nous préserve. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver les émissions sur nos chaînes Facebook, Vimeo et YouTube. N'hésitez pas également à nous suivre sur notre nouveau compte Twitter à @AfricaShows et à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.